Bonjour à tous. Alors, peut-on vraiment parler de sexe librement? Et surtout, peut-on changer les canons de la sexualité qui sont ancrés depuis des siècles et qui font la part belle à l'homme au détriment de la femme? Ce sont notamment ces questions que je voulais poser aujourd'hui à mes 4 invités. Ce plateau est une forme de plateau militant où l'on avait envie de vous dire lisez et parlez de sexe. Alors j'ai ici avec moi 3 auteurs et une libraire, 4 femmes qui ont chacune à leur place décidé de s'emparer de cette question de la sexualité pour en faire un sujet comme un autre. 4 femmes qui ont envie de faire bouger les représentations. Alors Virginie Giraud, bonjour, vous êtes historienne, vous avez étudié les mœurs sexuelles de la Rome antique et vous publiez récemment Théodora, une enquête fouillée sur l'une des premières féministes. Vous nous montrerez comment les tabous et les habitudes contemporaines puissent peut-être leurs racines dans l'Antiquité. Adeline Fleury, bonjour, vous êtes journaliste au Parisien Magazine et vous avez publié un roman mais aussi et surtout 2 livres qui racontent l'éveil ou le réveil d'une femme. Petit éloge de la jouissance féminine et aussi Femme absolument, où vous revisitez votre rapport au féminisme. Enfin, Sandra Franc-René, vous êtes journaliste, vous publiez un livre vivifiant qui s'appelle Oser parler de sexualité à vos enfants, afin de permettre que les générations futures soient peut-être moins arriérées que nous sur ces questions-là. Et enfin, Mélanie Chémol, vous êtes libraire à la Griffe Noire, vous avez mis en place à la boutique un rayon très fourni sur toutes ces questions-là, et surtout, vous co-animerez avec moi ce plateau. Alors, première question peut-être en forme de mise en abîme. Pourquoi sur ce sujet de la sexualité, on ne voit que des femmes qui traitent ce sujet et pas des hommes? Peut-être qu'ils sont moins audacieux, moins libérés finalement, les hommes, en 2018. Je pense que c'est la réponse. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense aussi qu'on doit gagner notre liberté sexuelle en tant que femme, et finalement c'est nous qui avons intérêt à écrire sur le sujet pour pousser un petit peu les murs et s'autoriser à peut-être avoir les mêmes libertés que les hommes. Et après, moi, si je me mets plus sur le créneau d'expliquer la sexualité aux enfants, j'ai l'impression que traditionnellement c'était plus, à tort ou à raison, hein, sans émettre de jugement, mais c'est plus souvent les femmes qui s'y sont collées. D'accord. Adeline, vous avez donc écrit Petit éloge de la jouissance féminine. Vous y racontez donc le réveil d'une femme qui n'avait jamais vraiment connu le plaisir. Pourquoi ça fait partie d'une transformation totale et pourquoi vous avez eu à un moment donné envie d'écrire ce livre avec un dispositif qui est finalement qui a un double littéraire de la narratrice? Oui, alors cette histoire, c'est vrai que c'est la mienne, comme vous le dites, mais j'ai eu besoin d'en passer par un double narrateur, un jeu qui analyse quelque chose que je pensais être rare, jouir tardivement, à 35 ans, jouir au sens plein du terme, la jouissance qui vous bouleverse, vous transporte, une jouissance de l'âme et du corps à la fois. Et en même temps, j'ai voulu raconter cette histoire aussi à la 3e personne, avec ce double littéraire qui s'appelle Adèle et qui a rencontré un homme électrochoc qui l'éveille à la vie, tout simplement. Alors cette question du plaisir, vous en parliez à l'instant, c'est une des questions tabous finalement de la société moderne. Pourquoi ce plaisir féminin a-t-il toujours été mis de côté dans l'histoire, Virginie Giraud? Je pense que le plaisir féminin est quelque chose de très effrayant pour les hommes, déjà parce que les femmes ont une capacité à jouir bien supérieure à celle des hommes. Et donc de fait, dans l'histoire, on a tenté de limiter la libido féminine en faisant en sorte qu'elle n'ait pas trop d'orgasme. Donc quand on étudie l'Antiquité, on s'aperçoit que finalement, certains médecins un peu compatissants pour les femmes vont dire que c'est peut-être bien pour pouvoir procréer d'avoir des orgasmes, donc on leur donne une autorisation médicale pour jouir. Et d'autres auteurs, comme le poète latin Ovide, évoquent les caresses que l'on peut faire à une femme pour la faire jouir. Mais là, c'est plus pour dire que l'on est un bon amant et finalement, ça profite plutôt à l'homme qu'à la femme. Alors Sandra Franc-René, vous avez pris le parti de dire que finalement le changement ça va prendre du temps, ça va pas être maintenant tout de suite, et que ça passait par l'éducation. Est-ce que c'est vraiment le rôle des parents d'éduquer les enfants à la sexualité? Alors, je ne sais pas si c'est le rôle des parents. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est que les enfants sachent que dans la famille, c'est un espace de liberté où il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. On a le droit en tant que parent de ne pas être à l'aise avec ces questions-là. Vraiment, il n'y a aucune injonction. Après, si l'enfant sait que s'il pose des questions, elles ne seront pas jugées, elles seront bien accueillies, quitte après à réorienter l'enfant avec ses questions vers quelqu'un de la famille ou tout simplement lui achetant un livre parce qu'il y a plein de super bouquins sur la question. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Mélanie,
en tant que libraire. Alors vous, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en avant ces livres et aussi plein d'autres ouvrages sur le clitoris, d'autres questions autour de la sexualité? Pourquoi vous avez eu un moment envie de dire, dans une librairie comme la Griffe Noire, il faut qu'il y ait un rayon comme ça et j'ai envie de le porter? Qu'est-ce qui était important pour vous à ce niveau-là? Alors pour moi, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu à la fois la vague du mouvement #MeToo qui a eu lieu après les affaires Weinstein. Je trouvais que c'était important de remettre en avant ces questions à la fois surtout je perds mes mots, excusez-moi, d'acceptation de l'autre dans un acte sexuel. Un acte sexuel, pour moi, ne doit jamais être forcé. Et c'était très important pour moi de mettre ça en avant. Effectivement, David vous a signalé très très bien, j'ai effectivement au moins 2 titres qui vont porter sur le clitoris. Et pour moi, le clitoris, j'ai découvert ça très très tard, mais c'est uniquement le seul organe humain uniquement dédié au plaisir. Et je trouvais ça important aussi d'avoir des titres sur le sujet. Alors après, j'ai beaucoup diversifié, je vais avoir également des titres qui vont porter malheureusement sur les violences conjugales, sur toutes les situations de violence finalement dans les couples, que ce soit hétérosexuels, homosexuels. C'était très très important de remettre toutes ces choses-là à plat et effectivement de les proposer à la fois pour Saint-Maur mais aussi pour tout le reste de la France. Alors récemment, vous en parliez, Mélanie, il y a eu cette vague de libération de la parole, le hashtag Balance ton port et MeToo. Et dans ce moment-là, il y a aussi eu des débats entre les femmes. Adeline, vous étiez signataire de la tribune avec Catherine Deneuve et Catherine Millet sur ces questions-là, qui disait finalement on ne peut pas non plus s'empêcher de séduire et essayer d'avoir un jeu de séduction malgré tout entre l'homme et la femme. Qu'est-ce qui vous a poussé à être signataire de cette tribune et quel est finalement votre regard aujourd'hui, quelques 6 mois après, sur ces 2 hashtags et cette libération de la parole? Alors évidemment, en amont, je tiens à dire que le hashtag MeToo, l'affaire Weinstein et tout ce que ça a déclenché, cette libération de la parole est essentielle. Et on ne remet pas en cause cette parole dans cette tribune coécrite par Abnous Chalmani, Peggy Sastre et Sarah Chiche et Catherine Millet. Après, je me rappelle ce fameux week-end de novembre, je crois, ou fin octobre, où le hashtag MeToo naît, Balance ton port naît. J'ai lu énormément sur les réseaux sociaux jusqu'à la nausée, en fait. Et pour une double raison. Ce que disaient ces femmes, réelles, et en même temps, ce déversement sur les réseaux sociaux. Et moi, j'incite toujours les femmes à aller porter plainte, avoir recours à la justice qui, quand même, en France, écoute les femmes. Alors peut-être pas assez, mais parce que certaines femmes s'interdisent. Elles pensent que la justice ne sera pas là pour les accueillir et il faut faire passer ce message. Après, cette tribune, c'est pas du tout un appel à la drague. On n'a absolument pas peur que la drague disparaisse. C'est plutôt un appel à la liberté d'être la femme qu'on souhaite être, l'homme qu'on souhaite être, de maîtriser ses pulsions aussi. Un homme, oui, a des pulsions. Une femme féminine n'est pas une putain. Et on est dans vraiment, je pense, c'est un moment de révolution dans les rapports hommes-femmes. Et c'est peut-être pas par le combat frontal qu'on va y arriver, mais en discutant tous ensemble, hommes et femmes, et ne pas construire cette révolution en contre les hommes. Voilà le propos de cette tribune. Et alors, justement, par rapport à cette tribune, à cette libération de la parole, comment vous, Sandra, vous regardez ça justement sur l'éducation? Comment on doit apprendre à parler aux enfants? Comment les parents peuvent agir sur ça? En fait, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte qu'on se faisait, nous, un monde en tant qu'adultes sur la sexualité, parce qu'on projette nos fantasmes, on projette nos idées sur les questions qui sont très naïves des enfants. Là, je pense plus aux plus jeunes enfants, mais souvent, ils arrivent avec, curiosité qui est hyper saine, et nous, tout de suite, on va imaginer derrière des questions de sexualité. Ils sont à 2 milieux de ça. Des fois, il y a des parents qui vont pouvoir parler premier rapport sexuel, alors que l'enfant, dans sa tête, il en est juste à savoir comment il va embrasser sa petite copine. Et ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que plus on en parle tôt, plus c'est facile. Et en parler tôt, ça ne veut pas forcément dire par les rapports sexuels. On peut tout à fait évoquer ces questions-là par le biais du baiser. Je donne un petit exemple. Expliquer à un petit enfant que il n'a pas à faire un bisou à sa copine si elle n'en a pas envie, ou qu'il n'a pas à accepter de bisous de sa copine si elle n'en a pas envie, c'est déjà mettre les bases du consentement, et à aucun moment on a évoqué la sexualité. Virginie, du coup, on a co-signé ensemble une tribune qui s'appelle pour en finir avec la pute et le porc.
Est-ce que tu peux nous rappeler le pourquoi du comment de cette tribune ? Eh bien, justement, je crois qu'on avait envie de dire qu'on voulait sortir des carcans sociaux dans lesquels la société nous enferme, que les hommes ne sont pas tous des porcs et que les filles ne sont pas toutes des putes, et que le but était de laisser la vraie liberté d'être à chacun ce qu'il souhaite être, de placer le curseur où il veut, mais dans le respect d'autrui, bien évidemment. Et je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur ce plateau pour militer en réalité pour la liberté de chacun et le respect de tous. Si je puis me permettre, la liberté de chacun, mais effectivement, Adeline le rappelait, et également vous, c'est le consentement. Pour moi, c'est ça vraiment l'axe central de tous ces débats. Tout n'est que question de consentement, et quel que soit le sujet, finalement. Il faut que tout le monde soit vraiment d'accord sur les termes de base, simplement. Et par rapport au débat Balance ton porc et cette question sur le consentement, comment vous envisagez, vous, si vous vous projetez, on va dire, dans un avenir à 2, 3 ans, 5 ans, comment vous envisagez, 10 ans peut-être, comment vous envisagez les nouveaux rapports entre les hommes et les femmes demain ? Qu'est-ce qui doit vraiment changer s'il y a vraiment une chose qu'on peut changer, ou est-ce qu'on peut dire ce qui doit changer de manière un peu péremptoire peut-être, ou est-ce que c'est des perceptions, c'est du sensitif ? Oui, c'est peut-être par petites touches au quotidien, déjà dans le couple, parce qu'il y a beaucoup aussi de viols conjugaux. C'est, je crois, une des premières lieux de viol, c'est le couple. Ça doit passer par l'éducation. Moi, je suis maman aussi d'un petit garçon de 9 ans. Et je me suis évidemment posé cette question assez tôt, comment lui parler de sexe. Bon, il a une maman un peu particulière qui a écrit des livres là-dessus, donc il est éveillé à ça. Mais oui, ce que tu dis, le consentement, c'est déjà l'enfance. Tu n'embrasses pas, tu ne touches pas le corps de l'autre sans son accord. C'est des petites touches comme ça. Et je suis en fait assez optimiste. Moi, je pense que les générations d'hommes là, qui arrivent, qui ont entre 15 et 20 ans, sont très éveillés au féminisme, puisqu'ils ont eu des mamans féministes. Et je pense on est sur le bon chemin. Alors évidemment, il y a un peu de tension, parce que dans toutes les révolutions, ça se fait soit dans le sang, soit dans la tension. Et là, j'espère que ça va se faire par petites touches dans le débat. Vous êtes d'accord avec ça, Sandra et Virginie, Ouais, comment vous voyez les choses, vous ? Je suis tout à fait d'accord. Et au-delà du consentement, il y a aussi la question du respect de soi. Apprendre à son enfant à se respecter, c'est aussi énorme. C'est-à-dire que oui, il ne doit pas aller embrasser s'il n'a pas envie, mais il n'a pas non plus à se laisser embrasser s'il n'a pas envie. Et ça, c'est hyper important, parce qu'à l'adolescence, je pense notamment aux filles, parce que c'est plus souvent les filles, a priori, qui ont des pratiques, qui acceptent des pratiques dont elles n'ont pas forcément envie. Si ça, on arrive à expliquer très tôt à un enfant que, en fait, il doit faire que ce qu'il a envie, et donc apprendre à se respecter. Je pense que le consentement et le respect de soi, c'est les deux clés. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, le consentement est à la base de tout. Et je pense que les jeunes générations sont quand même très sensibles à ce genre de choses. Après, moi, ce que je souhaiterais pour l'avenir, c'est que, vraiment, j'insiste sur cette notion de liberté, qu'on laisse à chacun la liberté d'être ce qu'il souhaite, qu'on cesse de stigmatiser les femmes parce qu'elles ont des amants, alors qu'un homme à côté, ce sera toujours un don Juan, et sortir de cette dichotomie maman ou putain qui est finalement là depuis 2000 ans. On a l'impression qu'on pousse les murs, mais en fait pas tant que ça. Et je pense que la vraie victoire de demain pour les femmes, ce sera d'avoir la même liberté sexuelle que les hommes. Alors, est-ce que vous avez déjà souffert du regard que la société ou que les hommes ont pu avoir sur vous, étant donné que vous êtes toute hauteur sur ces questions-là, sur ces questions de sexualité, ou vous, Mélanie, quand vous avez mis en place ce rayon à la Griffe Noire, est-ce que ça a été un peu parfois difficile ? Est-ce que certains clients ont réagi ? Voilà, quel a été le regard qui a été porté sur vos œuvres respectives ? Et puis surtout, est-ce que vous avez pu souffrir de ce regard qui a été porté sur vous ? Adeline, c'est pour toi, je pense, la première réponse. Oui, je vais faire une réponse un peu paradoxale. À la fois, il y a un regard, ces hommes qui rentrent dans ma vie et qui commencent à lire mes livres sont très attirés par ce côté ouvert, libre, etc. Et ensuite se détournent un petit peu de moi parce que femme libre, émancipée. Il y a encore une gêne de ce côté. C'est mon... Sandra ? Alors moi, c'est pas tant pour ce livre. Moi, j'ai écrit quelques nouvelles érotiques et j'ai délibérément choisi un pseudo
parce que justement je voulais me protéger, peut-être à tort, mais c'est vrai que les quelques fois où je le dis, ça fait toujours sourire, et surtout les hommes, coquine, cochonne. Faut juste être armé en fait, quand on regarde dans la littérature érotique, il y a beaucoup de filles qui choisissent d'écrire sous pseudo, alors que beaucoup d'hommes acceptent d'écrire sous leur vrai nom, parce que je pense que c'est une manière de se protéger. Et juste, est-ce que vous changeriez le fait de, si vous deviez réécrire des nouvelles érotiques, est-ce que vous diriez aujourd'hui, je vais plus les écrire sous pseudo, parce que justement, il faut faire un pas de plus vers une nouvelle acceptation et ainsi de suite? C'est une vraie question. Là, j'en ai écrit une dans le spécial cul de Fluide Glacial. Et j'ai choisi de l'écrire toujours sous pseudo. J'ai choisi de le garder sous pseudo parce que je pense que ce serait pas dramatique de l'écrire sous mon nom. Mais on a en France peut-être, j'ai pas fait d'études internationales, mais on a tellement tendance à classer les gens. Alors déjà une journaliste en plus qui écrit des bouquins, déjà on sait pas trop comment nous classer. Si en plus on écrit autre chose, donc c'est aussi une manière qu'on nous foute la paix. Mais peut-être que ça changerait rien en fait. Mélanie, toi, est-ce que... Alors moi, sur le rayon, ça a été j'ai été très agréablement surprise parce que finalement, c'est vrai que c'est essentiellement des femmes qui viennent le consulter. Et j'ai eu l'occasion d'avoir de très belles discussions avec certaines clientes. J'en pense à une en particulier qui est assistante sociale, si je ne dis pas de bêtises, mais en plus dans le 93, qui m'a dit que c'était des questions qui l'intéressaient beaucoup, car elle, les violences conjugales, c'est vraiment des situations qu'elle rencontre au quotidien. Elle a des situations extrêmement compliquées. Donc elle était très intéressée, excusez-moi, par vraiment tous ces sujets-là. Et j'en ai d'autres aussi qui, par curiosité, et puis d'autres, effectivement, pour leurs enfants, pour de jeunes enfants, qu'ils aient 3 ans, ou même un petit peu plus tard, qui viennent se renseigner justement pour comment aborder toutes ces questions-là, finalement, pour les préparer pour la vie d'adulte. Et Virginie ? Moi, de mon côté, comme il y a le vernis historique et scientifique et que je parle de périodes très éloignées, on ne rapporte pas forcément le sujet à moi. Donc moi, je suis aujourd'hui considérée comme l'une des spécialistes de l'histoire du sexe, mais je pense que ça met une certaine distance. Voilà, le fait que je fasse de l'histoire, je ne milite pas à proprement parler, donc nécessairement. Et puis généralement, comment t'expliques ce regard qui peut être parfois porté justement sur des femmes qui écrivent sur ces questions-là et qui ont des retours complexes parfois? Je pense que vous êtes dérangeantes, mesdames. Forcément, vous jetez un pavé dans la mare. Non, mais après, avant nous, il y a eu Colette, il y a eu Anaïs Nin, il y a eu toutes ces femmes qui signaient sous... Enfin, voilà. Et elles ont été, c'est vrai, pointées du doigt. Et par les féministes aussi, par certaines féministes. Anaïs Nin, elle a beaucoup souffert Elle était mise au banc parce qu'elle faisait passer... tout le plaisir féminin par un homme. Et il y a eu un petit peu... elle a été un peu mise au banc à un moment. Et maintenant, ces textes, on y revient. Et moi, je milite aussi pour que... J'écris par ailleurs des fictions généralistes. J'intègre des scènes de sexe dans mes livres, dans mes romans. Et je suis publiée par des maisons d'édition dites classiques et généralistes. Donc, c'est aussi par là... Oui, je vais juste faire un petit ajout par rapport à ce que tu disais. Il y a une exception quand même qui était Françoise Ray, qui a écrit un des plus beaux livres de littérature érotique, qui est La femme de papier, vraiment magnifique. Et à l'époque, elle était institutrice dans une petite ville vraiment rurale, et elle l'a publié sous son nom. Elle est passée chez Apostrophe et elle n'a jamais eu le moindre problème. Donc il y a comme ça quelques... Je voudrais quand même revenir à la première question que je vous posais tout à l'heure, parce que vous avez toutes les trois un peu botté en touche. Mais finalement... les hommes, ils sont où dans tout ça? C'est-à-dire que comment ça se fait qu'aujourd'hui, après Balance ton porc, MeToo, et puis finalement cette libération de la parole autour de la sexualité féminine, mais pas seulement, comment ça se fait que les hommes, il n'y a pas finalement un représentant masculin dans toute cette histoire-là? En tous les cas, dans l'histoire, la sexualité est étudiée par ce qu'on appelle les gender studies, donc les études de genre, et ce sont des études qui ont été mises en avant par les mouvements LGBT américains. Donc c'est pour ça qu'il y a peu d'hommes. En fait, l'ennemi de ces courants de pensée, c'est l'homme blanc hétérosexuel. C'est pour ça qu'en fait, il y a peu d'hommes qui écrivent là-dessus. Donc moi, évidemment, je ne m'inscris pas dans ce courant extrêmement militant. Voilà, comme chacun le sait ici, moi, je suis pour l'égalité homme-femme, la véritable égalité. Je me considère comme une féministe pro-sexe, donc plutôt en accord avec la véritable liberté sexuelle. Je ne déteste pas les hommes, mais c'est vrai que je pense que c'est un sujet qui intéresse davantage les femmes, parce que c'est notre conquête à nous, finalement. Et en même temps, dans la littérature, il y a eu Philippe Ross, il y a eu Michel Houellebecq écrit sur la sexualité. Après, c'est dérangeant. C'est un autre regard, un regard plus masculin, éloigné de notre sexualité à nous. Et peut-être que nous, on apporte plus de douceur,
plus de poésie dans la façon de décrire l'érotisme. Oui, l'érotisme féminin n'est pas le même que l'érotisme masculin. On n'a pas les mêmes fantasmes aussi. Voilà. Sandra ? Je ne sais pas trop quoi ajouter. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont un peu perdus, en fait, justement, par cette vague. Moi, j'ai un très bon copain qui écrit à la Musardine aussi, donc maison d'édition, et puis qui me disait que lui, il était un peu paumé parce qu'il ne savait plus, du coup, s'il pouvait encore essayer de draguer les filles ou pas. Voilà, tu vois. Et du coup, ils sont là, à dire, ouais, voilà, donc... Alors, après, il y a quelques journalistes qui ont fait des études en Allemagne ou qui disaient, là-bas, en Allemagne, les hommes, ils approchent plus les femmes. Donc, du coup, quand il y a des Françaises qui partent en Allemagne, elles sont hyper déroutées parce qu'elles s'attendent à se faire draguer, puis en fait, il n'y a pas un mec qui les approche. Donc, voilà, je pense qu'il y a... Je sais pas, c'est hyper compliqué comme question, mais je pense qu'il y a plein d'hommes qui sont à la fois sans doute très contents de voir que la sexualité féminine se libère. Il y en a, je pense, d'autres à qui ça fait peur. Puis il y en a qui, du coup, peut-être plus trop bouger parce qu'ils ont trop peur. Juste une petite anecdote, la dernière fois, j'étais dans le métro. Et puis, il y a quelqu'un, sans faire exprès, il y a eu une secousse et puis il m'a touché comme ça. Donc, il s'est excusé, c'était un jeune homme. Puis, il y a son pote qui fait « Ouais, balance ton porc ». Comme si maintenant, il allait y avoir le réflexe, dès qu'on touche une fille, ça y est, elle allait balancer un truc. Donc, on est, comme tu disais, je pense à une époque un peu charnière où on est en train de reconstituer les lignes. Et puis, espérons que tout le monde y trouve son compte. Mélanie ? Oui, je voulais juste ajouter une chose. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. C'est vrai que c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Excusez-moi. C'est tout à fait ça. Moi, tout ce que j'espère. Alors, je sais que ça se fera pas maintenant, mais moi, ce que je voudrais, ce serait effectivement une véritable égalité, voire une véritable équité entre la sexualité féminine, la sexualité masculine, et surtout que tout le monde soit heureux. Enfin, c'est juste ça le but finalement. C'est qu'on soit plus dans des agressions ou des violences. Je veux juste que tout le monde soit heureux dans sa propre sexualité, quelle qu'elle soit. Et entre adultes consentants, c'était ça le message. Exactement. Oui. Et alors, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même qu'une d'entre vous, peut-être, s'empare de la parole des hommes, justement ? Je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet. D'accord. Voilà, où je recueille des témoignages, des confessions d'hommes de tous horizons, de tous milieux, qui me parlent de leur intimité, qui me parlent de leur couple, qui me parlent de leur place au travail, de questionnements sur leur lieu de travail, justement, comment se comporter avec leurs collègues de bureau. Voilà. Et d'ailleurs, pas mal de gens ne comprennent pas ma démarche. Pourquoi maintenant je donne la parole aux hommes alors que ce serait autour des femmes de parler et seulement des femmes. Mais c'est très important la parole des hommes, c'est extrêmement important, même si oui, là à l'heure actuelle ce sont les femmes qui s'expriment, les femmes qui revendiquent, les femmes qui dénoncent. C'est extrêmement important de les réintégrer dans toutes ces thématiques. Ils sont quand même, c'est nos compagnons, c'est nos amis, c'est nos maris, c'est nos ennemis aussi, ça peut arriver, mais c'est important d'avoir leurs propos et leurs sentiments. Et pour ajouter, c'est aussi nos fils. Et donc nos fils sont les hommes de demain. Nos fils sont les hommes de demain, je crois que c'est une belle conclusion. Je rappelle vos livres, donc Théodora, le dernier livre de Virginie Giraud qui vient de sortir, Osez parler de sexe à vos enfants de Sandra Franc-René qui est publié à la Musardine, Adeline Fleury, Femme absolument, et Petit éloge de la jouissance féminine, et je crois qu'il y a un roman qui sort à la rentrée. Oui, tout à fait. Je tue elle, et oui, il y aura du sexe dedans, mais c'est surtout une belle histoire d'amour. D'accord. Et ça, c'était Virginie Giraud, Les femmes, le sexe dans la romantique. On en avait parlé l'année dernière sur le plateau. Merci à toutes les quatre et bravo Merci. Mélanie pour Merci. ton super Merci. rayon à la Griffe Noire. Merci à tous.